Salut! Aujourd'hui, je consacre ma vidéo à un sujet qui a été l'objet de nombreux débats, l'hypersexualisation de la société et en particulier dans les masses médias. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que cela veut dire le mot hypersexualisation? L'hypersexualisation consiste à donner un caractère sexuel à un comportement ou à un produit qui n'en a pas en soi. C'est un phénomène de société selon lequel de jeunes adolescentes et adolescents adoptent des attitudes et des comportements sexuels jugés trop précoces. Elle se caractérise par un usage excessif de stratégies axées sur le corps dans le but de séduire et apparaît comme un modèle de sexualité réducteur diffusé par les industries à travers les médias qui s'inspirent des stéréotypes véhiculés par la pornographie. Homme dominateur, femme objet séductrice et soumise. Donc dans cette vidéo, je te propose une analyse de ce phénomène afin de répondre à la question suivante. Est-ce bien ou mal pour l'image de la femme? En fait, la nudité a toujours existé depuis les débuts de la télévision. Dans les années 80, on voyait même des femmes dansant seins nus sur les plateaux de télévision. Par ailleurs, la pornographie a été le premier business à fleurir sur le Minitel et sur Internet. Mais à cette époque, on ne parlait pas encore d'hypersexualisation. En fait, c'est surtout à partir des années 90 que l'on voyait apparaître dans les publicités des poses suggestives, notamment avec la vogue du porno chic initiée par le créateur de mode Tom Ford. À cette époque, la médiatisation des ravages du sida avait jeté un froid dans les consciences. À croire que cette hypersexualisation soudaine était en fait venue compenser ce traumatisme et donner l'illusion aux gens qui pouvaient encore baiser et se droguer en toute insouciance. Dans l'industrie musicale, il semblerait qu'à la fin des années 90 et à partir du début des années 2000, l'hypersexualisation soit devenue un passage obligé pour les chanteuses en quête de reconnaissance. On remarque que les danseuses ont pris le pas sur les chanteuses. La preuve est que même une chanteuse comme Mariah Carey a dû hypersexualiser son image et se mettre à danser dans ses clips, car les nouvelles chanteuses qui arrivaient dans l'industrie musicale étaient avant tout des danseuses. À cette époque, Missy Elliott expliquait dans une interview que le grand problème du R&B était que dorénavant, la chanteuse se faisait littéralement manger par la danseuse. Une évolution similaire s'est produite chez les chanteuses pour préados. L'article que j'ai lu sur le site Le Devoir confirme cette évolution. La Lolita d'autrefois, aux airs faussement innocents, avec un look à la fois sage et sexy, a disparu pour laisser place à des attitudes sexuelles beaucoup plus explicites. La vulgarité s'affiche désormais sans complexe dans les vidéoclips, et c'est normalisé. Sans compter que depuis ces 10 dernières années, le pole dance, style de danse popularisé par les stripteaseuses, et le twerk sont devenus de nouvelles pratiques à la mode. Est-ce que l'hypersexualisation permet-elle vraiment de booster la carrière d'une artiste? Pas sûr, j'ai trouvé 2 cas qui le confirment. Cela n'a pas joué en faveur de Shai, par exemple, qui se retrouve alors cantonnée à un joli physique et qui peine à se faire estimer en tant que rappeuse. En ce qui concerne Lisa Monet, son passé d'actrice de porno a nui à sa carrière. Elle s'est vue refuser des collaborations masculines à cause de ça. Et puis d'une manière générale, les artistes qui, dans leur jeunesse, ont autant misé sur le physique, parviendront-ils à durer, passer la barre des 40 ans? À mon avis, l'image a pris beaucoup trop d'importance vis-à-vis de la musique. Alors attention, je ne dis pas que la musique c'est devenu de la merde, mais je trouve ça navrant quand j'entends des hommes dire que c'est le genre de vidéoclip que je pourrais très bien écouter sans son. Autre point important, l'hypersexualisation semble avoir été boostée par l'influence des réseaux sociaux tels que Instagram, TikTok ou encore OnlyFans, et aussi par la télé-réalité. Kim Kardashian est devenue une icône de la femme hypersexualisée. On l'accuse même d'avoir normalisé l'hypersexualisation. Et je suis d'accord avec ça, car Kim Kardashian n'a pas de talent. Elle n'est ni chanteuse, ni actrice, ni danseuse. Elle s'est faite connaître uniquement grâce à la télé-réalité et à des sextapes. Elle ne doit en fin de compte sa réussite que grâce à son physique. Tout ainsi, et non seulement les poupées, sera aujourd'hui artificiellement sexualisé pour mieux exorciser le libidinal et la fonction symbolique. Mais ce cas particulier est admirable, car ce sont ici les parents qui, de bonne foi et sous couleur d'éducation sexuelle, opèrent sur l'enfant une véritable castration,
par surexposition de signes sexuels, là où ils n'ont rien à faire. On en vient maintenant à un sujet très délicat, celui de l'hypersexualisation des enfants. Tout d'abord, on a beaucoup parlé de l'enseignement de la sexualité et de la théorie du genre à l'école. Ensuite, on remarque que maintenant, cette hypersexualisation touche des jeunes filles prépubères. Un film qui aborde ce sujet a d'ailleurs créé la polémique en 2020, le film Mignonne, réalisé par Memouna Doucouré. Personnellement, je ne l'ai pas vu, mais je suis au courant de la polémique qui l'a entouré. On y voit des jeunes filles de 11 ans danser le twerk, et l'affiche de la version américaine du film a suscité une immense controverse. Par ailleurs, la pornographie est devenue beaucoup plus accessible grâce aux plateformes de streaming. Les jeunes de moins de 18 ans n'ont même plus à justifier leur âge, la notion d'interdit n'existe donc plus vraiment, l'accès au porno devient banalisé. Ensuite, il y a eu l'essor des concours de minimis qui ont créé une polémique. Eh bien tout d'abord, on accuse l'hypersexualisation des enfants d'inciter au viol et à la pédophilie. Le discours qu'a tenu Nathalie Portman lors de la Women's March est révélateur. I excitedly opened my first fan mail to read a rape fantasy that a man had written me. A countdown was started on my local radio show to my 18th birthday, euphemistically the date that I would be legal to sleep with. Movie reviewers talked about my budding breasts in reviews. I understood very quickly, even as a 13-year-old, that if I were to express myself sexually, I would feel unsafe, and that men would feel entitled to discuss and objectify my body to my great discomfort. Le problème est qu'il existe un décalage trop important entre l'image que ces jeunes filles projettent d'elles-mêmes et leur niveau de maturité affective, psychologique et sexuelle. Par ailleurs, l'hypersexualisation est liée à un processus d'adultification de l'enfant. L'adultification, cela veut dire on traite les enfants comme des adultes et on s'attend à ce qu'ils se comportent et qu'ils agissent en tant que tels. Ce faisant, on les prive de leur droit à l'innocence et à l'enfance. Le fait de pousser les enfants à grandir trop vite peut affecter leur développement physique, mental et émotionnel. Certains parents exhibent leurs enfants sur les réseaux sociaux. Ce genre de parents objectivise leur enfant, le réduit à un faire-valoir et ce faisant nie sa personnalité. Les concours de minimis s'inscrivent dans cette même logique. D'autant plus que ces concours se basent sur des critères superficiels. Les jeunes filles sont jugées uniquement sur les apparences, elles sont réduites à des physiques agréables à regarder. L'hypersexualisation engendre des pressions sociales sur l'enfant, en le poussant à atteindre des standards de perfection élevés. Cela peut générer une perte de l'estime de soi et des complexes chez les jeunes filles qui cherchent à se conformer à des modèles qu'on leur impose. Et par la suite, cela peut générer des troubles alimentaires et le recours à la chirurgie esthétique. Il y a un film qui a osé dénoncer les concours de minimis, le film Little Miss Sunshine, réalisé par Jonathan Dayton et Valérie Faris. L'autre problème est que sur Internet, ce que l'on voit la plupart du temps est fake. La pornographie montre une image faussée de la sexualité et les photos de corps idéalisés ont été retouchées par Photoshop. Tout cela peut induire les jeunes en erreur. Certains peuvent ne pas faire la différence entre la représentation et la réalité. Dès la naissance, l'être humain est marqué par le social, comme si sa nudité naturelle était absolument inadmissible, insupportable, voire dangereuse. Lorsque l'enfant paraît, la société s'en empare, le manipule, l'habille, le forme et le déforme, en y mettant parfois une certaine violence. Enfin, la société impose des modèles hétéronormés aux enfants. Les concours de minimis font parader les jeunes filles en leur faisant adopter des codes vestimentaires et des attitudes de femmes. Comme l'expliquait la théoricienne du genre Judith Butler, la société force l'individu à performer un rôle conforme à sa catégorie de genre. À l'adolescence, les jeunes sont soucieux de s'intégrer à la société et d'être acceptés. Cette intégration se fait par l'intériorisation de normes et des normes hétérosexuelles comme l'a mis en avant Judith Butler. Il existe un phénomène de mimétisme chez les jeunes qui cherchent à se conformer aux standards véhiculés par les mass médias. Ces impératifs les empêchent alors de construire leur véritable identité. Par ailleurs, une question a divisé l'opinion publique. L'enseignement de la sexualité et de la théorie du genre à l'école. Les pouvoirs se sont réappropriés les théories des intellectuels et s'en servent pour faire la promotion de la tolérance envers les différents types de sexualité et d'éradiquer la norme de genre à l'école. Mais déjà le philosophe Michel Foucault, quand il écrivait son histoire de la sexualité,
constatait que cette volonté de davantage parler de sexualité dans l'espace public était en fait un moyen de mieux la légiférer. Cela voudrait dire que l'enseignement de la sexualité à l'école, dans le fond, ne vise qu'à imposer de nouvelles normes de conduite aux jeunes. La nudité et la sexualité ont toujours été représentées dans notre culture visuelle occidentale depuis des siècles, sans que cela fasse scandale pour autant. Il suffit d'aller au Louvre, par exemple, pour s'en rendre compte. On y retrouve même des enfants en bas âge nus et dans des poses lascives. Il serait donc fallacieux de pointer du doigt la représentation de la sexualité et de la nudité, puisque comme on l'a vu auparavant, ce qui pose problème, ce sont les standards hétéronormés et le phénomène de mimétisme qui en découle. Et puis, il n'y a rien de mal à être un objet de désir. Dans le fond, beaucoup de gens aspirent à être des objets de désir pour les autres, sans pour autant être traités comme des objets sexuels. Jusqu'à aujourd'hui, rien ne prouve qu'une femme plus déshabillée qu'une autre soit plus susceptible d'être victime d'un viol. Des études ont même montré que les viols se produisent surtout au sein des familles et dans les cercles relationnels proches. L'hypersexualisation peut être saine s'il s'agit d'un choix conscient de la part d'une femme, et non pas un choix imposé par les autres ou par la société. Some women who feel that maybe you are not expressing the values that they want feminism to express. Do you have an answer to them? I would like to point out that they're missing a couple of things because, you know, I may be dressing like the typical bimbo, whatever, but I'm in charge. You know, I'm in charge of my fantasies. I put myself in these situations with men, you know. Eh oui, c'est elle qui décide. Florence Foresti, qui a toujours admiré Madonna, a une jolie formule, elle n'était pas femme-objet, Madonna était la première femme-sujet. Par ailleurs, l'hypersexualisation ne semble pas toujours incompatible avec une démarche féministe. Dans son livre Porno Manifesto, Ovidie reprochait aux militantes féministes de ne plus vouloir être séduisantes sous prétexte de féminisme, et dénonçait un retour du puritanisme. Elle continue néanmoins à pointer du doigt les stéréotypes de genre qui demeurent encore bien présents dans le cinéma porno, tels que l'épilation intégrale chez les femmes et les hommes trop bien membrés. Dans son ouvrage, elle proposait de créer un nouveau type de porno féministe. Il y a eu des tentatives de la part de réalisateurs et de réalisatrices de se réapproprier le cinéma porno afin de promouvoir des rapports hommes-femmes plus égalitaires et d'abolir les stéréotypes de genre. Il y a eu le réalisateur Lars von Trier, par exemple, ou encore la réalisatrice Erika Lust. Dans l'industrie musicale, certaines femmes ont hypersexualisé leur image et ont été érigées en symboles féministes. D'autres féministes continuent à attaquer l'hypersexualisation dans les masses médias. Un argument qui a souvent été avancé est que le corps des femmes est souvent beaucoup plus mis en avant que leur intelligence. Dans ma vidéo sur les livres féministes, je t'ai parlé de Fatima Mernissi et de son ouvrage Le harem et l'Occident. Cette écrivaine marocaine cherchait à établir des comparaisons entre la femme musulmane et la femme occidentale. Et il y a une phrase que j'ai relevée. Les musulmans semblent éprouver un sentiment de puissance virile à voiler leurs femmes, et les occidentaux à les dévoiler. Il est vrai que pour ce qui est de l'hypersexualisation des femmes, l'islam est radicalement opposé à notre culture. Elle ira même jusqu'à dire que l'idéal féminin musulman est une femme intelligente et érudite, tandis que l'idéal occidental est une femme nue, offerte, voire limite idiote. Pour finir, je vais te parler du cas des Femmes, ce groupe qui revendique des idées féministes en se montrant seins nus dans l'espace public. En réaction à l'hypersexualisation de la femme dans la société, les Femmes veulent désexualiser le corps de la femme, et en particulier les seins, afin d'en faire des instruments de propagande. J'ai lu l'article de Mona Chollet sur le mouvement des Femmes. Elle souligne les nombreuses failles et contradictions de ce mouvement, quitte à le décrédibiliser totalement. Pour ma part, j'ai remarqué qu'avant le féminisme, c'était une transgression. Quand tu te proclamais féministe dans les années 90-2000, tu faisais peur autant aux hommes qu'aux femmes, voire limite tu passais pour une criminelle ou une femme anormale. Les féministes appartenaient souvent à des cercles anarcho-communistes et refusaient les codes de la séduction féminine. Maintenant, c'est devenu une nouvelle attitude à la mode. On cherche à nous vendre le féminisme, un peu comme on nous vanterait les mérites d'une nouvelle crème anti-rides. Ce courant est désormais soutenu par des activistes et non plus par des intellectuels. Donc au final, je trouve que ce mouvement n'est pas si féministe que ça en fait. Au pire, il fait passer les féministes pour des femmes hystériques et écervelées. N'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et abonne-toi à ma chaîne. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.